Ça y est, je vais enfin pouvoir réaliser le carré potager de mes rêves. Ça fait des années que je planche un peu dessus, que j'imagine toutes les techniques, les astuces pour essayer d'avoir quelque chose au potager de facile, joli, qui soit pratique, facile à mettre en place, que tout le monde puisse reproduire, qui soit un minimum autonome au niveau de l'eau. Je pense avoir réussi à peu près toutes ces choses-là, donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment je fabrique ce carré potager avec, encore une fois, comme vous le savez, beaucoup de récup. Il existe plusieurs façons de jardiner. Soit vous avez une plate-bande ici qui va être entièrement retournée avec plus du tout d'herbe pour faire une culture comme par exemple ce que j'avais fait l'année dernière, des carottes. Donc on est obligé de ne plus avoir d'herbe, sinon les carottes se font étouffer. Soit vous avez une plate-bande qui est recouverte de déchets végétaux, de tontes d'herbe, de feuilles mortes, de tout ce que vous voulez. Et là on va planter des grosses cultures, parfois comme des courges, des courgettes, ou même parfois des tomates. Il ne faudra pas qu'il y ait trop de paillage non plus, parce que ça va être quelque chose de très riche. On n'a pas besoin d'avoir forcément la terre à nu. Et puis ça va vous faire un compostage de surface, et puis tout va disparaître dans l'année. Et en plus ça évite l'enherbement de la plate-bande. Et évidemment, si vous voulez mettre des salades ou des radis dedans, ça ne pourra pas marcher. Soit vous faites des carrés potagers, ce qu'il y a de plus classique, 10-15 cm de haut, avec du compost ou du terreau à l'intérieur. Pour jardiner, c'est pratique, c'est assez esthétique, et au moins vous pouvez faire vos semis dedans, et ça a l'avantage de bien délimiter vos plates-bandes. Et la quatrième culture, c'est tout simplement avec du bois enterré, souvent qui est du bois pourri. On va faire un trou dans la terre, on va sortir la terre, remplir avec du bois qui est en décomposition, faire des couches de végétaux et remettre la terre par-dessus. C'est énormément de travail pour un résultat qui est 10 à 15% plus performant que si vous étiez sur un sol bien amendé. C'est pourquoi je ne pratique pas cette culture. Surtout que si jamais vous avez déjà créé une butte de culture avec du bois enterré dedans, vous pourrez savoir que c'est un travail de titan, quoi. Physiquement, c'est très dur. Voici l'emplacement de mes 2 prochains carrés potagers. Pendant la vidéo, on va en suivre qu'un ensemble. Donc ça fait 5 mètres de long sur 1 mètre de large. Ici, je n'avais pas cultivé. Juste à côté, c'est recouvert de déchets végétaux. J'avais mis des courgettes l'année dernière. Et ici, j'avais mis un peu de terre avec des racines, un peu de déchets végétaux. Je vais tout dégager. On va reprendre ça bien. Je n'avais pas eu le temps de cultiver ici, mais je préférais me concentrer sur quelque chose de plus simple. J'étais arrivé en cours d'année. Et souvent au potager, on veut tout faire et on se décourage. Là, j'avais laissé volontairement, entre guillemets, en friche ma plate-bande, parce que j'avais tout le reste à installer déjà, et il y avait déjà pas mal de boulot, en plus de la serre. Comme d'habitude pour mes constructions, je viens chercher dans mon stock de bois. Là, aujourd'hui, on va se servir de cela. C'est vraiment le top pour effectivement réussir mes carrés potagers. Si on s'approche, on peut voir qu'en fait c'est un bois qui va faire 20 cm de large. En général, quand vous écartez le pouce et le petit doigt, vous avez entre 20 et 21,5 comme centimètres. Ça vous permet de calculer rapidement la dimension d'un objet. Et puis j'ai des bois qui vont en longueur de 1 mètre à 3 mètres. Donc j'ai vraiment récupéré de tout. Il m'a fallu plusieurs mois. Ça sera entièrement gratuit. Les bois font 6-7 cm d'épais, donc c'est vraiment très solide et durable. Donc encore une fois, vous pouvez les acheter ou vous pouvez les récupérer. Ça prend juste un peu plus de temps d'avoir tous les bois de la même section. J'ai dégagé toute ma plate-bande. J'ai juste mis sur celle d'à côté. Donc il y avait tous les branchages. Et il y avait aussi en fait ce que j'avais déposé l'année dernière quand j'ai implanté le potager. Toutes les mottes de terre avec les racines que j'avais pu dégager de certaines plates-bandes. Comme celle d'à côté où il y a les fraises. Pour que certaines plates-bandes où il n'y a pas un fort paillage ne puissent pas se réenherber. J'avais bien scalpé la pelouse et remplacé par du terreau. Donc là j'ai voulu reprendre un peu à niveau, comme ça j'ai un terrain qui est relativement plat, donc ça va être très bien pour mettre à niveau mon carré potager. Et puis vous inquiétez pas, toute la matière qu'on a dégagée, on va s'en servir par la suite. Rien n'est perdu. On va pouvoir positionner les bois. Il faut juste que je les retaille parce que pour certains, on n'avait pas une coupe à 90 degrés ici, c'est pas d'équerre. Et si je veux pouvoir rallonger après avec un autre bout de bois, je ne peux pas laisser ça.
Donc je vais préparer les bouts de bois et on va pouvoir poser le premier niveau. Comme c'est de la récup, parfois j'ai des clous qui peuvent rester dans les bouts de bois parce que souvent c'est du bois de récup de maçon et les maçons utilisent des clous, pas des vis. Je vous conseille la tenaille, c'est le plus classique, mais si jamais vous avez regardé ou pas ma vidéo sur le démontage des palettes, vous avez ici un arrache-clou et un démonte palette. C'est vraiment l'idéal couplé à la massette pour enlever n'importe quel clou et pour séparer deux planches entre elles. Et voilà, le premier niveau est fini. On se rend mieux compte de l'emprise au sol que représente cette jardinière de 5 mètres carrés. 5 mètres de long par 1 mètre de large. Ça fera 40 cm de hauteur en tout parce que mes bouts de bois font 20 cm. Je vais en mettre deux, l'un sur l'autre. Et je peux vous dire que vu les sections de bois, ça bouge pas. Pour relier les bastins entre eux, les poutres, j'utilise ce qu'on peut voir ici, des plaques, des espèces de platines en acier galvanisé, donc ça va pas rouiller, que je mets avec des vis pentures de 3 cm. Les vis pentures, c'est des vis qui sont avec une tête très évasée pour qu'elles puissent bien rentrer sur la plaque. Et les plaques, en fait, j'en ai des petites, j'en ai des grandes. Donc là, j'ai mis des grandes parce que les sections de bois étaient pas mal. Le bois, il va pas pourrir, hein. On a 7 cm d'épaisseur, donc là, je suis parti pour une dizaine d'années. Si jamais on veut faire des économies, on peut prendre une équerre toute simple, l'aplatir avec la massette, et puis ça vous fait comme une platine. Pour maintenir les sections de bois entre elles au niveau des angles, j'ai utilisé des vis de 140, donc c'est-à-dire 14 cm. On voit ce que ça représente par rapport à ça. Normalement, il y a une règle assez simple au niveau de la visserie ou des clous. On utilise un tiers de tiers, c'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, par exemple, une planche de 2 cm, on va utiliser une vis ou un clou de 6 cm. Un tiers de l'épaisseur du bois et 2 tiers dans ce que vous allez visser. Mais on se rend bien compte que quand on a des sections de 6-7 cm, si je dois multiplier par 3, une vis de 21 cm, ça va coûter très cher. Celle-là, j'ai récupéré toute une boîte. Donc pareil, c'est de la récup. Mais sinon, une boîte avec des vis de 140, ça coûte assez cher. On pourrait sinon tout simplement utiliser une équerre à mettre ici dans l'angle. Donc ça ferait le job. On utiliserait des vis moins grandes. Mais il faudrait payer l'équerre. Alors l'équerre, moi aussi, c'est de la récup au fil des ans, puis on a toujours un petit stock qui reste à chaque fois qu'on bricole. C'est à vous de voir en fonction, puis je vous conseille de prendre des équerres qui soient bien galvanisées, bien renforcées, parce que là on est sur du bois qui va travailler, qui va être en extérieur, des grandes sections de plusieurs mètres, donc il faut quelque chose de costaud, et une équerre comme ça peut facilement monter à 6-7 € l'unité. Donc déjà il en faut 4, sur 2 étages 8, donc ça fait des sous en plus. Moi ce que j'essaye de faire, c'est de la récup au maximum. En complément de mes vis de 14 cm, j'utilise des pointes de 140, donc c'est-à-dire 14 cm. On peut voir que ça fait la même taille. Et l'avantage du clou par rapport à la vis, déjà, c'est que ça peut être 3 fois moins cher. Et une vis va casser par l'effet de friction, par chauffe ou par rouille. Le clou va rouiller, il va se tordre, mais vu l'épaisseur, il va rarement casser. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les palettes sont faites avec des pointes crantées, des clous, et pas des vis. Parce que des vis pourraient casser. Et avant, on n'utilisait que des clous. Déjà parce que les vis, c'est vraiment une manufacture moderne avec le filetage, l'anti-fendage, la partie lisse pour bien ramener le bois, la tête qui est fraisée d'une manière spécifique pour pas éclater le bois quand elle finit sa course. Voilà, c'est beaucoup plus travaillé, ça a été vu par des ingénieurs. Un clou, ça reste un clou. Par contre, ça fait bien le travail et ça sera plus facile de défaire une vis avec un grand coup de masse et de la casser qu'un clou. Un clou, il va falloir le retirer entièrement ou tout défaire et retirer le clou un par un. Donc les deux ne sont pas incompatibles, ils se complètent très bien. Et là, j'ai mis 2 vis, mais je vais rajouter après un clou et je peux vous dire que ça ne bougera plus. Parce que l'idée ici, c'est de réussir à faire un carré potager qui puisse durer vraiment longtemps. Je vise une dizaine d'années. J'en ai pour moins de 2 jours à mettre ça en place, mais après je suis tranquille pendant 10 ans. Donc c'est vraiment un investissement qui est ultra rentable. Un investissement en temps parce que pour l'instant j'ai rien payé. Tant qu'on est dans le matériel, je vous montre ce que j'utilise. Je travaille au milieu de mon jardin, donc un enrouleur, c'est plus pratique. Un casque parce que j'utilise des machines qui vont faire du bruit. Donc ça fait partie des EPI, des équipements de protection individuelle. Une scie circulaire, ceux qui ont l'œil auront reconnu que c'est la marque Parkside. Donc ça veut dire que c'est une circulaire qui a de Lidl. Moi cette circulaire je l'ai depuis 9 ans. Elle fait toujours le travail. J'utilise une lame qui a des dents qui coupent un peu tous les matériaux.
C'est pas de la coupe de précision, mais pour couper un bout de bois qui est un peu sale et qui est très épais, ça fait le boulot. Forcément une équerre pour pouvoir tracer bien droit, et après je peux couper avec ma scie circulaire. 1 mètre évidemment, des gants parce que les bois peuvent être sales et peuvent avoir des échardes. Si on prend ici, les bois ils peuvent avoir des éclisses et ça fait toujours un peu mal, surtout si vous n'êtes pas habitué. J'utilise également une scie Egoin, tout simplement parce que les bois étant très profonds, ma lame de scie circulaire coupe à 6 cm, ce qui fait que comme mon bout de bois fait 7, mais il manque 1 cm ici qui n'est pas coupé, donc je finis à la scie Egoin. Je pourrais très bien aussi tout couper à la scie Egoin, mais ça serait plus long. Mais ce n'est pas impossible. Si jamais vous n'avez pas d'électricité et pas de scie circulaire et que vous voulez dépenser peu d'argent, vous pouvez tout faire à la scie Egoin. Une bonne scie, ça marchera, ça fera le travail, c'est 20 € et puis vous pourrez tout faire. Sachant que le bac, il n'est pas à refaire tous les ans. Donc il y a toujours plein de possibilités, du petit budget au moyen budget. Moi la scie circulaire, je l'ai acheté il y a 9 ans et 39 € je crois de mémoire. Je vous ai dit, les outils Lidl pour du petit bricolage ou du ponctuel, ça suffit. Et tant qu'ils ne sont pas à batterie, ils sont hyper puissants. C'est sur du 230 volts, ça coupe. Moi le bois c'est du résineux, c'est pas du chêne ni du bois exotique. Je sais même pas si à la puissance, si 1300 watts. Bon une lame qui tourne avec une puissance de 1300 watts, un bout de bois résineux, même s'il fait 7 cm d'épais et sur 20 cm de large, ça le coupe. Donc pas besoin forcément d'acheter des outils à 800 €. Ça y est, j'ai fini mon bac, je suis content. On notera la présence de 2 entretoises qui vont servir à maintenir toute la structure, parce que vous avez une longueur de 5 mètres avec des bois qui ne sont pas d'un seul tenant. Après, au niveau de l'ancrage au sol, j'ai pas mis de poteau pour la reprendre dans le sol parce que les bois sont vraiment très lourds, donc elle ne risque pas de basculer, de s'envoler. Par contre, sur la longueur, ça risquait de s'écarter avec le temps, parce que là on a 5 mètres carrés sur 40 cm de haut, donc j'ai 2 mètres cubes à remplir. 2 mètres cubes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 IBC. Des IBC, c'est des cuves de 1000 litres d'eau. Donc ça fait quand même pas mal de volume. Si vous achetez un gros sac de terreau, c'est 70 litres et moi il m'en faut 2000. C'est pour ça que je vais remplir avec du bois pour réaliser la première technique, à savoir le bois qui est enterré dans la terre, parce que je veux faire un mix de 3 ou 4 techniques pour que les avantages de l'un compensent les inconvénients de l'autre. Un carré potager, c'est hors sol, donc ça va s'assécher. Le but étant de mettre du bois non pas dans la terre qui serait trop fastidieux, mais par-dessus la terre pour faire comme une éponge, et en plus ça m'évitera de mettre trop de terreau. Il se trouve que sur mon terrain, il y avait une haie qui n'a pas été taillée. Au moins 10-12 ans je pense. C'est une haie de laurier pâle, donc ça pousse assez vite. Et le problème c'est qu'on atteint le fil électrique du hameau. Et ça, c'était pas envisageable de laisser ça comme ça, surtout que ça allait aussi sur la voirie. Donc ça me fait un bon stock de bois. J'ai fait qu'une partie. Mais le résultat, c'est que je me retrouve avec pratiquement 2 mètres cubes de tas de bois. Alors, le laurier palme, même si là, on a des sacrées sections, ce n'est pas du tout un bois de chauffe. Puis, on ne peut pas le transformer en bois d'œuvre, c'est beaucoup trop tordu. Donc, ce que je vais faire, comme en permaculture, tout problème devient la solution. Je vais m'en servir pour remplir mon bac. Ça me fera moins de terre à me porter. Quand le bois va pourrir petit à petit, il servira à faire éponge et évitera de moins arroser le bac. Parce qu'on peut voir que j'ai quand même des sacrées sections de bois par rapport à ma main. Et tout ça, c'est juste une haie qui n'a pas été taillée. Donc la petite haie tranquillou, elle peut se transformer carrément en arbre. Parce que là, on a 13 cm pratiquement de diamètre sur une branche. Donc là, le taille-haie, on oublie. J'ai également au fond de mon jardin du bois qui traîne. C'est assez pourri. Donc lui aussi il va pouvoir faire éponge, même s'il n'est pas très épais. Je peux vous dire que là à porter il est assez lourd alors qu'il semble tout petit, parce que en fait il est tout simplement gorgé d'eau. Donc c'est ça le mieux que mon laurier, c'est ça qu'on cherche, mais j'en aurais pas assez. L'avantage c'est que voilà, ça va permettre de ranger un peu mon jardin, parce que pour moi c'était pas envisageable d'aller dans la forêt ramasser du bois tout pourri avec une remorque que je n'ai pas, donc il aurait fallu que je l'emprunte ou que je la loue, dévaliser la forêt et rapporter ça, parce que tout simplement la forêt on n'a pas le droit de prendre, c'est pas chez moi, je ne saurais pas où aller, et puis dépenser autant d'énergie pour au final récupérer du bois pour mon potager, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Moi je me sers de ce que j'ai sur mon terrain, et si j'ai pas, je fais autrement. Et voilà ce que ça donne. Je suis content parce que j'ai récupéré finalement pas mal de bois pourri, complètement imbibé d'eau. J'ai carrément retrouvé aussi certaines souches que j'ai pu éclater au merlin.
Et là, c'est vraiment génial pour un jardinier, c'est qu'on a carrément le mycélium qui est déjà développé. Et ça, c'est vraiment top après pour les racines des plantes. Finalement, j'ai pratiquement rempli, je dirais 12 cm en moyenne. L'avantage, c'est qu'on peut vite calculer la hauteur. Là, je pense que pour le bois, ça suffit. Ça fera une bonne réserve d'éponge, une dizaine de centimètres. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre toute la terre qui est mêlée aux racines par-dessus le bois pour combler les trous pour pas qu'il y ait de poche d'air. Ça permettra aussi aux racines d'être bien enterrées par la suite et de ne pas ressortir. Rassurez-vous, c'est pas du chien-dent, c'est pas du liseron, donc ça va pas ressortir sous 25 cm de terreau et d'autres choses. C'est vraiment génial ce bac potager, c'est vraiment un fourre-tout. On peut liquider tous nos déchets entre guillemets végétaux. Là, les racines et les herbes qui avaient poussé vont pouvoir se décomposer. Mais pour être sûr qu'elles ne surgissent pas, parce que là il me reste 12 cm à peu près à combler, on va rajouter quelque chose, un petit trésor que j'ai pu récupérer et qui devait partir à la poubelle. Et voici mon petit trésor. J'ai entre 2 et 3 mètres cubes de broyat que j'ai pu récupérer. Les agents de la voirie étaient trop contents que je les débarrasse, sinon ils devaient retourner au dépôt. Donc je leur ai dit, vous me faites un tas à côté. J'ai fait quelques allers-retours en voiture avec des grosses poubelles. Et voilà ce que j'ai pu récupérer gratuitement à 1 km de la maison. C'était vraiment génial. Merci la tempête qui a fait tomber l'arbre. Et là on rentre dans une deuxième façon de jardiner, à savoir les lasagnes. C'est-à-dire on alterne les couches d'azote et de carbone. Si on voulait simplifier, l'azote c'est ce qui est vert, le carbone c'est ce qui est marron. Donc vert, ce sont les tontes de pelouse et les branches vertes des arbres, à l'arrière les feuilles. Les feuilles en hiver c'est marron, c'est du carbone, le broyat c'est marron, c'est du carbone. Et on alterne les deux parce que si on met que du carbone, il risque d'avoir une fin d'azote, le temps que le carbone se fasse dégrader et puisse relâcher après par la suite l'azote. Si on voulait vraiment simplifier la chose, si on veut vraiment amender et nourrir un sol, il faut rajouter du carbone, du bois. Vous avez tous constaté, si vous mettez en paillage de la tonte d'herbe, au bout de 3 mois, il n'y a plus rien. Le carbone, vous mettez les 10 cm, ça vous fait plusieurs années et vous aurez par la suite énormément de vers de terre et d'activité biologique du sol. Voilà ce que ça peut donner avec le broyat. Donc il nous reste plus beaucoup de centimètres, on arrive bientôt en haut. Mais je suis pas inquiet, hein, même si vous mettez une petite dizaine de centimètres avec le broyat, vos légumes pousseront. Hein. J'en veux pour preuve 2 chaînes YouTube qui m'ont inspiré. La ferme de Cagnols, qui est une activité professionnelle. Et eux, ils font 20 cm de broyat, un peu de terreau, et ils arrivent à faire pousser tous les légumes. Et pratiquement parfois sans arroser, parce que ça fait une énorme réserve d'eau. Et il y a aussi la chaîne le potager de Lunas, qui lui fait ça depuis très longtemps apparemment. Et qui le démontre dans ses vidéos. Hein. Le broyat, ça pousse, pourvu qu'on sache s'en servir intelligemment. Donc là, dans mon potager, j'aurai 2 réserves d'eau. Tout au fond, à 40 cm du sol, les gros bouts de bois. Mais vous inquiétez pas, les racines des tomates, ça fait plusieurs dizaines de centimètres, ça ira chercher l'eau. Et puis pour les petits légumes, genre radis et compagnie, j'aurai ça, sachant qu'on va rajouter encore 2 couches d'autres matériaux. Je vous montrerai ça bientôt. Petite précision, normalement à l'intérieur des carrés potagers ou des bacs de culture, on met du plastique. Alors moi j'avais réussi à trouver, plutôt à récupérer du plastique très épais qui sert pour les fondations des maisons ou des immeubles. Ce qu'on met entre le mur et la terre pour éviter les infiltrations d'eau par capillarité. Donc c'est extrêmement solide et durable. Mais dans mon potager, à part la serre et mes arrosoirs et mon tuyau d'arrosage, sinon j'ai pas de plastique. Donc puis là avec des bouts de bois de 7 cm d'épais, je voyais pas l'intérêt. Surtout que le plastique que j'ai récupéré coûte très cher, c'était des chutes. Et je compte m'en servir pour autre chose. Je vous montrerai ça si tout va bien en vidéo cet été. On n'hésite pas s'il faut à rentrer dans le bac et à tasser un peu, pas comme un bourrin, hein. C'est pas obligé de faire du béton avec toutes les couches de végétaux qu'on a mis, juste pour être sûr que les poches d'air soient bien remplies et que par la suite on soit pas obligé de remettre énormément de terreau parce que tout se sera affaissé au bout d'un mois. Donc on marche gentiment et puis la gravité fera le reste. Ce qu'on va faire par la suite, par-dessus le broyat de bois, on va mettre une bonne couche de tonte d'herbe. Ça me permet de vous prévenir qu'en fait quand on veut faire un bac potager ou une lasagne, parce qu'une lasagne il faut faire à peu près au minimum 2 couches de marron, 2 couches de vert. Si on veut commencer à créer une lasagne conséquente, il faut anticiper un minimum d'avoir à peu près tous les végétaux à disposition. Là on est au sortir de l'hiver, donc il reste encore des feuilles mortes si on veut du marron. On a quand même des belles températures de fin d'hiver, donc la pelouse a poussé, on peut avoir du vert. Ça permet aussi de créer la lasagne, mais il faut se dire, tiens je vais en mettre un peu de côté pour remplir le bac. Parce que souvenez-vous, on a quand même 2000 litres à remplir. Et plus on va remplir avec d'autres couches,
plus le carré potager sera fertile et moins on aura besoin de dépenser de terreau ou d'en trouver ailleurs. Voilà ma réserve de terreau. Elle a été faite par les anciens locataires qui ont tout entassé pendant des années. Bon, le problème c'est que souvent ils ont mélangé des branchages, donc je suis obligé de faire un peu de tri. On voit à gauche là les branchages un peu grossiers, à droite les branchages moins grossiers, et puis au milieu il me reste tout ce que je peux utiliser pratiquement dans les plates-bandes. Hein. Ça s'effrite, c'est complètement pourri, c'est très riche. Je l'ai utilisé à la saison dernière, ça marchait très bien. Effectivement, je pense que ça se voit dans la vidéo, il pleut. L'avantage c'est que ça va bien humidifier mon bac potager. Et pour les premiers semis qui vont démarrer dans une semaine, je pense, ça sera vraiment l'idéal. Donc même quand il pleut, le jardinier il est content. J'ai enfin réussi à remplir mes 5 mètres carrés. C'est un peu de boulot, hein. Une journée pour construire, je vous dis une journée pour remplir, sachant que vous avez préparé les matériaux un peu avant. On peut voir que j'ai laissé le terreau dépasser des bois, parce que vous imaginez bien que sur 40 cm, toutes les couches successives qu'on a pu installer, ça va se tasser. Je pense qu'on perdra au moins 3 cm, voire 5. Ça dépendra de la vie du sol dans toute la jardinière. Donc n'hésitez pas à en mettre un peu plus, ça évitera de faire un réassort au milieu de l'été. Donc là au moins je suis tranquille jusqu'à l'année prochaine. Il n'y a plus qu'à semer. Puis là à cette hauteur ça va vraiment être du gâteau.